Je suis Amel Couvreur, vice-présidente au conseil départemental du Gard, élue sur le canton de Nîmes 2 et conseillère régionale. Je suis spécialisée, si on peut dire, en tous les cas on m'a confié la délégation de la politique de la ville et de la jeunesse au département et je préside la commission solidarité à la région. Le constat de la souffrance psychique ne date pas d'aujourd'hui pour ma part. J'ai travaillé pendant près de 27 ans dans un centre d'hébergement de réadaptation sociale auprès des personnes SDF comme assistante sociale. Et effectivement, la prise en charge de la santé mentale, déjà depuis fort longtemps, me paraît nécessiter qu'on s'y penche très très sérieusement. Et puis après, en ayant un mandat politique sur Nîmes et puis après sur la région, force est de constater que bien des difficultés familiales, sociales, viennent de la non-prise en charge et du non-accompagnement en santé mentale des gens. La fragilité psychologique peut vous concerner, me concerner toutes les familles. Quand on a un enfant qui est en difficulté et qu'il faut 9 mois pour un rendez-vous en pédopsychiatrie, 12 mois pour un rendez-vous en CMPP, vous et moi, nous pouvons nous permettre de payer les 50 ou 80 € pour payer une séance chez le psychologue. D'autres familles ne le peuvent pas et c'est de là qu'est née l'idée d'accompagner cette association aux quatre coins des mots pour un accompagnement, un appui psychologique ponctuel pour des familles qui n'ont pas les moyens de financer une consultation. La santé mentale ne concerne pas que la précarité, mais force est de constater que quand on est dans une situation de précarité, ça joue sur toutes les inégalités sociales, économiques, psychologiques, et que quand vous êtes en situation de précarité, vous avez encore moins de solutions quand ça ne va pas mentalement. La précarité, elle accentue toutes les difficultés, les fragilités, et donc évidemment, elle provoque pour les personnes en situation de précarité une difficulté pour aller vers le soin. Et donc on a besoin, à l'inverse, d'avoir des professionnels de santé au sens large qui aillent vers les gens qui sont en situation de précarité, de difficulté. La précarité, c'est sûr, augmente puisque les personnes sont isolées, donc ne connaissent pas les personnes qui peuvent les aider. Ces personnes-là sont moins autonomes mentalement puisqu'elles ne savent pas où elles se situent, etc. Elles ne savent pas mentalement à qui, je l'ai déjà dit, à qui s'adresser. Oui, il y a différents types de précarité. Alors, il y a la précarité donc, des personnes qui sont ici légalement, c'est-à-dire qui ont droit à tous ces soins mais qui n'y vont pas parce qu'elles ne se connaissent pas tout ce qu'il y a comme possibilité pour se soigner. Ils n'osent pas aussi aller, ils se sentent tellement décalés qu'ils n'osent pas aller simplement chez les médecins. Et puis après, il y a ceux qui n'ont aussi, qui sont dans les rues, qui n'ont plus de papier, qui ne savent plus, ou qui n'ont pas la possibilité vraiment de pouvoir se faire soigner. Alors là, ça les met vraiment à l'écart. Et surtout aussi, qu'on peut parler du chômage. À partir du moment où on a un problème mental quand on est au chômage, donc il faut d'abord soigner, peut-être se soigner pour pouvoir accéder à un travail, parce que c'est un cercle vicieux en fait de compte. La santé mentale
il faut la santé mentale pour rentrer dans le monde, quel qu'il soit, de la connaissance quand on est enfant, et après dans le travail et le reste aussi. Donc, la santé mentale permet à ce que toute personne puisse être autonome, être actif, faire en fait ce qu'ils ont envie de faire. C'est tellement évident. La précarité. Quand on est précaire, on n'a pas le droit, on n'a pas toutes les informations déjà. Et aussi, surtout, qu'on va s'occuper plutôt de ses besoins primaires, manger et dormir. Donc on ne va pas s'occuper de pouvoir s'occuper de sa santé mentale. Voilà. Donc ça accentue quelque part. Mais bien sûr, et ça va accentuer puisque c'est un cercle vicieux. Voilà. La santé mentale, c'est une situation de bien-être qui permet à la fois de se réaliser, de s'inscrire dans la société et en même temps de pouvoir gérer toutes les difficultés, les tensions qu'on peut subir. Et donc évidemment, cette question de santé mentale, elle apparaît comme importante dans les quartiers prioritaires, comme dans le reste de la société, mais peut-être avec une acuité plus forte. Nous avons été au conseil départemental les premiers à accompagner cette association aux quatre coins des Mauts qui s'occupe de santé mentale des nôtres et des habitants et finalement de tout le monde parce que nous avons cru dans cette démarche d'un appui préventif à une souffrance psychique, une famille qui constate que son gamin ne va pas bien, il faut qu'elle puisse trouver une porte où frapper relativement vite pour prévenir et forcer de constater également qu'au bout de quelques rencontres avec des psychologues bénévoles de cette association, la famille, les enfants vont mieux. Il y a d'autres situations qui sont plus compliquées et qui sont orientées, mais ça s'appelle de la prévention. Le département n'a pas de compétences en matière de financement et d'organisation de l'offre de soins et pourtant il s'intéresse à la santé au sens large. D'abord à la santé à travers les CMS, les centres de PMI, puis au sens large, au sens de l'OMS avec aussi la question du bien-être au-delà de la question des soins, l'alimentation, le sport, la culture. Et donc tout ce qui nous permet d'intervenir là-dessus, qui des fois sont dans des angles morts du fonctionnement institutionnel traditionnel, est intéressant. Et cette association qui est financée par le département répond à un besoin. Elle le fait avec son éthique, sa liberté et en même temps elle est utile pour les habitants des quartiers prioritaires. Les témoignages des différentes personnes qui ont eu à fréquenter cette association, les témoignages des différentes structures associatives où sont menées des actions collectives de travail sur l'estime de soi, sur des éléments concrets que les gens ont à vivre au quotidien, leurs témoignages prouvent que nous avons eu raison d'accompagner modestement et humblement cette action. Et quand on va bien mentalement, tout le reste suit. Ça veut dire qu'on a la capacité de se battre pour trouver un emploi, on a la capacité de se battre pour trouver un logement. La santé mentale, c'est le bien-être psychologique, social, économique. Et puis, on a la chance d'être dans un pays où on ne réfléchit pas, quand on doit aller faire une mammographie, à la prise en charge et au prix de cette mammographie. Il faudrait qu'on arrive vraiment à avoir la même prise en charge pour la santé mentale. Il nous faut des psychiatres, des psychologues, des adultes formés à l'accompagnement, à l'écoute active des gens et à la bienveillance, tout simplement. Ils peuvent, s'ils le souhaitent, accompagner des structures de ce type. Moi, je pense que toutes les collectivités, parce que l'association est accompagnée par le département, mais également par la région, même si ce ne sont pas nos compétences propres,
quand on constate, parce que finalement faire de la politique sans améliorer le quotidien des gens, même un tout petit peu, ça ne sert à rien. Force est de constater que certaines communes n'estiment pas important ou essentiel d'accompagner des actions de ce type. Écoutez, moi, tant que la présidente du département me confie cette délégation, j'y crois et j'y crois mordicus, parce que ça améliore le quotidien des gens et ça améliore, alors politique de la ville, quartier prioritaire, mais loin de moi l'idée d'opposer le rural et l'urbain, on est vraiment main dans la main. La problématique de la santé de manière générale en ce moment, avec le manque de médecins, avec la nécessité de proximité de soins, me fait penser qu'il faut vraiment que cette santé mentale, on s'en occupe, les gamins qui font des bêtises, la violence parfois de certains jeunes nécessite impérativement un accompagnement spécifique, psychologique, d'écoute. Il y a des parents qui sont tellement, qui travaillent toute la journée, qui n'ont pas le temps de s'occuper de leurs gamins. Il faut qu'on désamorce la violence éventuelle, l'humiliation. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui... on parle souvent de l'humiliation, mais l'humiliation... souvent fait taire et fait... alors c'est pas de moi, hein, c'est d'Olivier Abel, mais voilà, il faut qu'on soit attentif à tout ça. Et c'est vrai que la prise en charge, après le Covid, de quelques séances de psychologues, c'est une petite avancée, mais il faudrait vraiment que ça puisse continuer. Il faudrait que les mutuelles puissent aussi soutenir cette cause, parce que... c'est important pour le quotidien et pour nous tous finalement. Il faudrait que l'État décrète la santé mentale comme cause nationale, parce qu'il suffit d'aller... de se rapprocher des hôpitaux psychiatriques et de tous les professionnels pour savoir qu'ils n'ont pas les moyens d'accompagner comme il faudrait tous ceux qui en ont besoin. J'ai souvenir d'équipes mobiles de psychiatrie, par exemple, qui avaient été mises en place il y a quelques années, qui ont très très bien fonctionné, mais c'est-à-dire un camion qui tourne avec des infirmiers formés psychiatriques, avec un psychiatre référent. Il faudrait que ce type d'opération soit financé, accompagné, parce que ça désamorcerait plein de choses. Et puis, pour avoir travaillé auprès des personnes SDF, je peux vous assurer que chaque personne SDF rencontrée avait un élément déclencheur de son errance, un drame familial. Parfois, il y a de l'acharnement du destin sur certaines familles. J'ai souvenir d'un infirmier psychiatrique qui a vécu pendant des années le long du Jean Jaurès, entouré de livres, qui avait lu plus de livres que nous tous réunis dans cette salle, et qui a décompensé au lendemain de la perte de son enfant, et il a mis 30 ans à accepter d'aller dans une structure. Donc voilà, il y a des événements de vie comme ça qui peuvent vous exploser votre vie, alors qu'il aurait fallu à ce moment-là qu'il y ait une main tendue. Et quand c'est une main tendue formée et attentive et réactive et bienveillante, ça désamorce beaucoup de choses. Et quand on met sur le rail des personnes, en fait, on ne remet pas sur le rail que la personne, on met sa famille sur les rails, on met ses voisins sur le rail, on met la ville sur les rails, on met le département sur les rails, on met la région sur les rails, et on fait... on appartient tous à cette nation qui est la France. Voilà. Bonjour, alors moi je m'appelle Madame Mathilde Boudad, je suis adulte relais au sein de l'association Prépavenir et aujourd'hui je représente ma responsable qui est Madame Boujouf Mokhtaria.
Alors en fait, si vous voulez, nous on est une association qui est située sur l'avenue Général Leclerc. Et du coup, on s'occupe vraiment des habitants des quartiers des Jonquilles, le Stella, Nemosus. Et il faut savoir en fait que dans ces quartiers-là, il y a énormément de primo-arrivants, donc de personnes qui arrivent d'Italie, d'Espagne, du Maroc. Donc dès qu'ils arrivent ici, en fait, ils ont aucun droit, enfin voilà. Donc du coup, nous, on les accompagne déjà dans un premier temps. Au sein de l'association, on donne des cours de français, des ateliers sociolinguistiques. Donc déjà, ils viennent pour apprendre la langue, ce qui est primordial pour pouvoir vivre en France. Et on les accompagne dans leur démarche dématérialisée. À savoir que depuis la crise du Covid, tout a été dématérialisé et c'est des personnes qui vraiment sont perdues. Donc à travers les démarches, à travers les ateliers sociolinguistiques, on voit vraiment que c'est des personnes qui sont en souffrance étant donné qu'elles n'ont aucun droit, qu'elles arrivent dans un pays dont elles ne connaissent pas les codes, la langue, donc c'est doublement difficile pour elles. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est des personnes en fait qui n'ont pas de droit. Donc déjà qui n'ont pas de CSS, la complémentaire santé solidaire. Elles font souvent des demandes d'AME, mais pas tout le temps acceptées et le délai d'attente est très long. Donc du coup, voilà, si elles ne travaillent pas, mais des fois elles travaillent, mais elles ne sont pas payées à leur juste valeur, on va dire. Donc du coup, c'est assez compliqué pour elles. On les renvoie vers des structures telles que la Croix-Rouge ou autres, mais voilà, c'est très 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 compliqué. Et du coup, ça leur permet en fait, durant cette petite bulle, d'oublier tous leurs soucis et de se recentrer en tant que femmes. Elles oublient qu'elles sont mères d'eux, femmes d'eux, elles oublient leurs soucis. Ça leur permet aussi de partager, on va dire, leur quotidien difficile, à savoir qu'elles ne sont pas seules dans leur détresse. Et la plupart du temps, notamment un atelier qu'on avait fait, c'était sur des photos. Ça les a ramenées dans leur pays d'origine. Ça a été assez nostalgique, elles ont pleuré, mais c'était des bons souvenirs, donc ça leur a fait énormément de bien. Et puis petit à petit, elles se révèlent, elles veulent prendre soin d'elles psychiquement, mais pas que, physiquement aussi. Donc ça leur fait énormément de bien. Enfin, nous en tout cas, on voit quand même une évolution. Pour certaines, à petits pas, mais en tout cas, elles veulent s'en sortir. C'est chacune à son rythme. Du coup, moi je suis au sein de l'association depuis avril 2021 et il me semble que c'est depuis l'année 2021. En fait, vraiment on a mis en place ces ateliers après crise Covid. On a vraiment remarqué que le confinement, ça a fait pas mal de dégâts pour les familles. Elles sont pour la majorité dans des appartements où il y a pas mal dans des appartements où il y a de l'humidité ou autre, c'est pas top. Et du coup, on a vraiment fait ce constat qu'il y avait besoin d'ateliers pour qu'elles puissent au moins libérer leur détresse. Oui, on est assez content du travail qu'on fait avec l'association aux quatre coins des mots et les femmes aussi sont assez contentes. Du coup, quand il y a un atelier, elles sont contentes parce que pour elles, c'est vraiment le petit moment où elles vont pouvoir libérer un petit peu leurs émotions et sortir de leur quotidien assez difficile. Voilà, au plaisir. Donc, Adil Derar, directeur d'un établissement médico-social au sein du groupe SOS, qui est donc ici à Nîmes et pas très loin de l'association. Alors,
On n'a pas encore, on est aux prémices de cette collaboration, mais on parle d'échanger, de pouvoir faire des interventions et donc dans notre structure, qu'ils puissent donc nous donner des conseils sur la prise en charge psy et qu'on puisse travailler ensemble sur notre réseau commun pour apporter les réponses les plus adaptées à la population qui est la nôtre. Donc les problématiques de précarité et psychique sont des points communs entre nos deux structures. Et effectivement, aujourd'hui, ça touche tout le monde, que ce soit les personnes seules, les familles ou les enfants, qui sont tous, pour les populations qu'on accompagne, démunies, qui manquent aujourd'hui de réponses ou de réflexes institutionnels pour pouvoir saisir la prise en charge de la santé mentale par faute de moyens, faute d'informations, faute de communication ou même de réflexes. Parfois c'est tellement loin de leur culture qu'ils ne savent même pas que ça existe, comment ils peuvent se saisir de cette aide-là. Et voilà, et le travail qu'on a, c'est effectivement d'essayer de les orienter et de faciliter cette approche-là. Moi, je sais qu'il est possible de faire des ateliers avec le public aux quatre coins des monts au sein de notre structure. Ça pourrait rapprocher effectivement nos deux populations.